Bonsoir et merci d'être tous là encore un dimanche soir. Je suis ravie d'être la modératrice pour la discussion autour de ce film, qui est un film, comme le disait tout à l'heure Philippe, qui est vraiment important, vraiment nécessaire. Donc un grand merci, Ege, pour ce film, et à vous, bien sûr, et à toute l'équipe. Je voudrais aussi remercier toute l'équipe du FIFDH. On arrive à la fin de 10 jours qui ont été 10 jours forts. Une très belle édition, une très belle 22e édition du FIFDH qui nous a fait passer par toutes les émotions. La colère, l'indignation, les pleurs, la joie aussi, les rires parfois, et surtout cette sensation que oui, beaucoup a été dit sur la situation du monde qui est le nôtre. Beaucoup a été dit sur les violations des droits humains qui sont très larges, y compris ce qu'on vient de voir à travers ce film. Et il s'agit aussi maintenant de réfléchir à la manière dont on va réagir, à la manière dont on va agir. C'est l'idée de cette dernière séance et l'idée de cette dernière discussion de se centrer sur l'idée que oui, on sait que la situation est complexe, que la situation est parfois dramatique, et on sait aussi qu'il existe des solutions. Je crois que le film qu'on vient de voir le montre en partie. Et on sait aussi que pour mettre en place ces solutions, il faut du courage, il faut de l'intégrité, il faut du collectif, il faut reconnaître notre interdépendance et il faut être capable d'agir, avoir les moyens d'agir. C'est ce dont nous allons parler dans la table ronde, et je vais appeler nos 4 panélistes qui nous font l'honneur d'être là ce soir avec nous. Donc, si vous voulez bien monter. C'est là. Comme vous voulez. On va faire ça en bilingue, donc il y a des moments où ça sera en français, d'autres moments où ça sera en anglais. It's a great honor to have. C'est vraiment un honneur de vous avoir tous les 4 ce soir avec nous. Merci d'être là. Je me réjouis vraiment d'entendre ce que vous aurez à nous dire après ce film très puissant. À commencer par le professeur Ghosh. Professeur Ghosh est économiste du développement. Vous enseignez tant aux États-Unis à Amherst qu'en Inde. Vous êtes autrice prolifique, vous conseillez les gouvernements, les organisations multilatérales sur différentes questions, mais toujours du point de vue de l'équité. Mais ce soir, vous êtes là en tant que célébrité du cinéma. Vous êtes membre de l'ICRIT, vous êtes l'une des 2 coprésidentes de cette commission et vous êtes l'une des protagonistes principales du film que nous venons de voir. Corinne Pelluchon. Vous êtes professeur de philosophie et d'éthique appliquée à l'Université Gustave Eiffel en France. Vous développez une philosophie de la corporéité avec 2 dimensions, l'une centrée sur la vulnérabilité, on parlera de ça tout à l'heure, l'autre sur notre habitation de la Terre, et là aussi on va bien parler de notre habitation de la Terre. Vous avez reçu en 2020 le prix Gunther Anders de la pensée critique pour l'ensemble de vos travaux. Jeff Mann, you're a professor of political. Jeff Mann, vous êtes professeur d'économie politique à l'université Simon Fraser à Vancouver. Vous avez travaillé sur l'économie politique du capitalisme. Vous travaillez sur le développement historique et les trajectoires futures de la macroéconomie. Vous avez également travaillé sur la politique du changement climatique. Vous avez été associé au bureau de Colombie-Britannique sur les politiques alternatives. Enfin, dernier, mais certainement pas des moindres, Bernard Harcourt, vous êtes théoricien critique et avocat. Vous travaillez sur les questions de sanctions, entre autres. Vous enseignez à l'EHESS à Paris et à l'Université de Columbia et vous travaillez parfois à titre gracieux. Alors, je vais commencer avec le professeur Ghosh, car j'aimerais commencer avec le film que nous venons de voir et les travaux de la Commission. À travers
Tout le film, on entend que c'est un marathon. C'est un processus très long qui comporte tout un tas d'étapes. Et j'aimerais commencer par comprendre une chose. De votre point de vue, vous avez travaillé 15 ans, il y a eu tout un tas de jalons par lesquels vous êtes passé. Il y a au moins 3 éléments qui ressortent. Tout d'abord, il y a le niveau d'imposition, 15%. Vous visiez plutôt 25%. Donc, dans une certaine mesure, Joseph Stiglitz dit que c'est rapide. Mais comment faire en sorte d'empêcher que ce taux d'imposition minimal devienne un taux d'imposition maximal? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question porte sur la deuxième partie du film. Comment mettre en place une imposition unitaire au niveau mondial alors que les Nations Unies se trouvent dans une situation difficile? Et troisième question, troisième jalon, quid des individus riches? Donc, qu'en pensez-vous personnellement, professeur Ghosh? Oui. Yes. Alors, tout d'abord, merci beaucoup, Marie-Laure, et merci, Hege, pour ce film. Je ne pensais pas qu'on pouvait faire un film intéressant sur l'imposition, mais vous y êtes arrivé. Vous savez, je pense que vous avez raison. On n'a pas atteint tout ce que l'on souhaitait jusqu'à présent, et j'ai dit jusqu'à présent à dessein. En effet, au début, on a tous pensé qu'on était fous. Alors oui, il y avait Piketty, il y avait Stiglitz avec nous, mais les gens pensaient qu'on était complètement dingues. La notion d'imposition unitaire, les gens disaient on n'a pas d'État mondial, vous n'y arrivez jamais. Puis cette imposition minimale, comme Gabriel l'a dit, les États se mettront jamais d'accord dessus. Mais c'est arrivé, la notion a été acceptée même au niveau de l'OCDE. Ce qui est absolument remarquable. Une fois qu'on a mis le pied dans la porte, on peut demander davantage. Alors oui, effectivement, 15, c'est bien trop bas. Ça pourrait effectivement devenir un maximum et non pas un minimum, à moins que les États disent eux-mêmes non, on ne permettra pas que cela arrive. Donc ce que l'on espère pour l'instant, c'est de faire avancer le processus multilatéral par le biais d'une coalition d'États qui travailleraient ensemble. Mettons que le groupe africain a fait un travail remarquable. La seule raison pour laquelle ça a été repris au niveau des Nations Unies, c'est à cause du groupe africain. Et puis il y a le PTLAC, qui est un forum pour la taxation progressive en Amérique latine avec le Brésil, le Chili, le Mexique. C'est la Colombie qui a lancé tout cela. Et si ces États œuvrent ensemble, si le groupe des pays africains travaillent ensemble, si les États disent on continue avec notre propre imposition à 21, 25, 30%, avec cette imposition minimale, ça peut fonctionner. Puis on n'a pas vraiment besoin d'État mondial, on a juste besoin que les États disent je sais que c'est ma proportion, c'est ma part des bénéfices mondiaux de telle entreprise. Mettons que l'Inde détient 5% des bénéfices d'Amazon. Je dis Amazon parce qu'ils le révèlent à leurs actionnaires. J'impose à 21%, qui est le taux d'imposition indien, les bénéfices d'Amazon. On n'a pas besoin d'État mondial pour cela. Mais les pays ont peur de le faire. Ils ont peur. Ils ont peur que les multinationales mettent la pression sur eux. Or, une fois que vous avez quelques grands pays, Amazon, Apple, ne vont pas dire on ne va pas avoir d'activité au Brésil, en Argentine, en Inde, en Chine ou ailleurs. Bon, l'Argentine, c'est un petit peu différent à l'heure actuelle, mais dans d'autres pays, à ce moment-là, on peut faire bouger les choses au niveau multilatéral. Donc moi, je suis plutôt pleine d'espoir au niveau des négociations des Nations Unies. Je suis ravie que ça ait été repris par les Nations Unies
À l'époque, ce n'était pas possible. Les pays de l'OCDE l'ont bloqué, mais ils ont fini par l'accepter. Donc l'élan va en notre faveur, plutôt en faveur de la population du monde entier. Et puis un dernier point, ce n'est pas des pays les uns contre les autres, ce sont les multinationales et les très riches contre tout le reste. Les citoyens européens, américains sont également affectés négativement par cette perte de recettes fiscales à cause des riches et des multinationales qui prennent en otage le système. Donc faire quelque chose, ça bénéficie à tous. Merci beaucoup. Deuxième question que je vous adresse sur la dynamique des organisations collectives ICRICT, entre autres. Comment créer une telle coalition? À un moment dans le film, on nous dit que ça a pris 2 ans. Comment ça se fait que ce soit si difficile? Et puis, deuxième question, comment est-ce que vous créez des liens avec d'autres groupes? On a vu qu'il y avait un espèce d'archipel d'organisations qui travaillent tous sur cette question. Comment travaillez-vous les uns avec les autres? Eh bien, ICRICT, vous l'avez vu, ça a été créé dans un sous-sol par un comité de pilotage, un comité directeur. Il s'agit d'ONG qui se préoccupent de justice fiscale pour différentes raisons. Ça peut être une ONG qui s'occupe de santé, par exemple, mais c'est elles qui l'ont fondé. Il y a donc un comité directeur qui a été créé et en fait, nous, on est un groupe d'avocats, d'économistes, d'anciens ministres, entre autres, qui nous sommes réunis à cette fin. Et donc, dans une certaine mesure, on travaille ensemble parce que on s'engage pour cette cause. On a des membres qui sont très connus, vous l'avez vu, et ils peuvent faire passer ce message. Lorsque le professeur Stiglitz dit quelque chose, les gens l'écoutent. Si c'est juste une ONG qui le dit, on dit bah, c'est juste une ONG, pas besoin d'y faire attention. Donc ça a un impact. Et leur idée a été très intelligente. Je la recommande à quiconque qui travaille sur une question mondiale. Trouver des gens, des célébrités dans le monde entier qui puissent représenter vos idées, car ça fait une réelle différence. Je suis sérieuse. Ça permet une prise de conscience. L'OCDE commence à se dire bah, peut-être qu'il faudrait tenir compte de ces arguments, ce qu'il n'aurait pas fait si ça avait été juste des ONG pour la justice fiscale. Ça a été une stratégie très intelligente qui peut être répétée pour d'autres questions, d'autres causes d'ordre social et de justice. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers le professeur Mann. Une autre question à laquelle j'ai pensé en voyant ce film pour la deuxième fois, je n'y avais pas pensé la première fois, mais j'aimerais vous soumettre cette question, Jeff. Bon, mettons que ce soit le début d'un long marathon et espérons que l'on atteigne les 21-25% à un moment ou à un autre. 25%, moi je pense que ce serait une bonne chose. Alors mettons qu'on y arrive à un moment ou à un autre. On arrive à imposer les multinationales à 25%. Mon grand point d'interrogation, c'est comment on fait en sorte que ces recettes fiscales arrivent là où elles sont nécessaires. Il y a toutes les questions dont on discute dans le film, dont on a discuté pendant ces 10 derniers jours à Genève, et pas forcément dans les poches de l'armée pour renforcer la défense, ce qui me semble être le revers de la médaille. Or, on n'en a pas encore discuté. Oui, c'est une question très importante. C'est peut-être la plus importante. C'est mon avis en tout cas, parce que il est vrai qu'à un moment, bon, je sais que je suis centré sur l'Amérique du Nord parce que c'est le milieu que je connais. Je ne veux pas parler pour le monde entier, mais il me semble qu'il y a une méfiance sur notre cadre institutionnel qui est plutôt répandu. Bon,
j'ai trouvé le film formidable. Et puis, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de ces recettes fiscales? L'idée que Donald Trump ait un budget supérieur pour faire joujou ne me rassure pas. Ça ne doit pas vous rassurer non plus. Alors, la question est de savoir comment nous pouvons faire travailler cet argent et le faire distribuer de manière équitable. Je ne pense pas qu'il y ait une réponse toute faite à cette question, à part la mobilisation, tenir les États pour responsables, ne jamais les lâcher. Mais ce qui est encore plus important, c'est de repenser les mécanismes par lesquels l'État œuvre. Je suis sûr que vous seriez d'accord avec moi pour dire que les États utilisent maintenant les marchés comme mécanisme de gouvernance et de gouvernement pour se défausser de ses responsabilités. En même temps que nous faisons ce travail avec des interventions sur le marché, il faut faire pression pour que les questions sur la gouvernance ne soient pas décidées par les grands acteurs du marché par le biais d'incitations qui leur permettent de prendre des décisions sur ce qui se fait en matière de climat ou de santé. Nous devons faire en sorte que le marché ne soit pas l'aune auquel nous jugeons la réussite. Je suis surtout spécialisée dans le climat. L'heure est grave. Nous ne pouvons pas nous mettre dans une situation où les réponses doivent être rentables. On ne peut pas répondre à la question par ce biais-là. Donc, ma première réponse est de dire que nous devons faire en sorte que le marché ne soit pas ce que nous utilisons pour jauger ce que nous pouvons réaliser. Et si on en arrive là, ce sera catastrophique. J'aimerais insister un peu sur ce point. Vous avez, à l'évidence, beaucoup travaillé sur ce sujet. Donc, outre la question fiscale que le film décortique, il y a la question de la forme de capitalisme que nous avons qui structure nos économies, nos sociétés et nos classes politiques aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un capitalisme extractif? Alors, ce qui est clair, c'est que au-delà de traiter la question fiscale, comment est-ce que nous abordons cette question de la réforme du capitalisme pour le rendre moins extractif et plus un co-constructeur des valeurs communes que nous appelons de nos voeux? Alors, bon, c'est une vaste question. Vous avez 2 minutes. D'accord, j'ai la réponse dans ma poche arrière. Je vais la sortir. Bon, toute plaisanterie mise à part, je n'ai pas de meilleure réponse à cette question que quiconque. Mais il y a 2 questions sous-jacentes à la question que vous posez. La première, c'est est-ce que notre objectif doit être un capitalisme plus bon, plus plein de sollicitude? Je ne pense pas. Je ne suis pas utopiste. Si je pouvais discuter avec les protagonistes du film, je pense qu'ils diraient, comme moi, qu'ils aimeraient voir quelque chose de beaucoup plus structurel, mais qu'en même temps, il faudrait se montrer plus réaliste et plus pragmatique. Ce travail que font les protagonistes peut faire cette différence, mais je me méfie de cette attente qui dit qu'un capitalisme qui est seulement un peu moins centré sur le marché qu'aujourd'hui suffira pour faire face aux problèmes comme le changement climatique. Je crois que le problème du changement climatique existe à cause de notre système économique. J'y travaille depuis 15 ans. Je ne vois pas de solution orientée sur le marché pour ces problèmes, ce qui veut dire qu'il faut retirer le capitalisme et les marchés de grands pans de la gestion du monde. Je sais que je prêche aux convertis. Si vous êtes venus, c'est que vous pensez comme nous.
Mais je crois qu'il faut regarder beaucoup plus loin que le capitalisme moins extractif, même si ce serait une bonne chose. Je sais que c'est un marathon, une longue marche, mais il faudra agir plus rapidement sur certains fronts. Et je crois qu'il faut mélanger l'ambition, l'audace, avec une certaine modestie sur ce que l'on peut réaliser à un moment donné et cultiver toutes les idées, les mouvements qui émergent. Nous ne savons jamais quand les petites luttes vont devenir importantes. J'aimerais revenir sur cette question avec une question pour vous deux, question liée. Si nous pensons à cette notion d'imposition unitaire et le changement climatique, qui est véritablement un enjeu mondial, est-ce qu'on ne peut pas élaborer un modèle où une partie des recettes fiscales ne sont pas reversées au pays, mais à un fonds de lutte contre le changement climatique? Est-ce qu'un tel mécanisme est possible ou est-ce que là, c'est encore une fois utopique? Vous savez, bon, il n'y a pas de pénurie de bonnes idées pour résoudre les problèmes. Il y a cette idée de l'investissement public mondial. Nous avons tous ces phénomènes qui ne connaissent pas les frontières et il faut des solutions mondiales. Et l'investissement public mondial est une amorce de solutions. Tous les pays contribuent et l'argent est utilisé là où il y a urgence. Le problème, c'est ce que vous avez dit. Nous savons que dans la situation géopolitique actuelle, ça ne fonctionnera pas. Donc, pour revenir à ce que vous disiez, Jeff, je voulais dire que, bon, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais si, lorsque nous faisons valoir ces arguments, nous disons, bon, d'abord, il faut mettre fin au capitalisme, mais nous savons que ce n'est pas possible de notre vivant. Il faudrait trouver des solutions réalisables maintenant, et je crois que nous tous, nous devrions réorienter notre réflexion en se demandant à quoi sert une économie, que ce soit une économie de marché, une économie centralisée. Regardez ce qui se passe en Russie, c'est une économie d'État, mais affreuse. Alors, à quoi sert une économie? Malheureusement, l'on nous dit que nous devons faire quelque chose pour l'économie. La santé, c'est bien parce que ça augmente le PIB. Employer plus de femmes, c'est bien parce que ça relève également le PIB. Tout ce que nous faisons, c'est pour la santé de l'économie. On nous dit, on ne peut pas faire cela, vous ne pouvez pas avoir cela parce que c'est mauvais pour l'économie. Non, il faut se demander quelle est la société que nous voulons. Égalitaire, en bonne santé, durable, qui ne détruit pas la planète, qui n'épuise pas les gens, qui ne les met pas à genoux économiquement. Et quel est le modèle qui peut générer ce type d'économie? Et je crois que c'est là où nous identifierons les interlocuteurs. Mais quelle est l'obligation de l'État par rapport aux droits économiques et sociaux fondamentaux? Réduire tout le travail de soins prodigué par les femmes, par exemple, ou reconnaître ce travail, le rémunérer. Je crois qu'il faut persuader de plus en plus de gens de ne pas tomber dans le panneau qui dit que tout ce que nous faisons, c'est au service du dieu économie et la croissance du PIB. Non, il faut trouver des aménagements institutionnels et les relations économiques et des relations économiques qui nous donnent la société que nous voudrions avoir. Well, just quickly, aside from saying Oui, rapidement. it's a very helpful way to reframe the problem. C'est vraiment utile pour recadrer le problème, mais je devrais y penser pendant mes heures de déprime. Je voulais ajouter qu'une partie de l'intransigeance ou l'inertie de nos institutions, peut-être que cela résonne chez vous, peut nous faire croire que nous tourner vers l'État peut mener à quelque chose de très différent, même à moyen terme. Et je voudrais
dire que ce que Jayati décrit peut être fait sur le terrain et nous pouvons forcer l'État à réagir. Donc, il s'agit de constituer, de créer la solidarité, les solidarités, motivées s'il n'y a pas de meilleure motivation par l'incertitude. Je crois que nous pouvons ouvrir des conversations sur notre incapacité à visualiser le monde tel qu'il sera dans 15 ans. Cela nous permettra peut-être même de créer des solidarités là où on s'y attend le moins, des solidarités très fructueuses. Récemment, j'ai participé à un projet en Colombie-Britannique, de manière périphérique, un groupe de femmes qui luttaient pour la garde d'enfants, travaillaient avec les militants pour le climat, et elles se sont promises de ne jamais lâcher sur une cause comme l'autre. Et cette solidarité était intergénérationnelle parce que les militants pour le climat étaient plus jeunes. Et les deux enjeux sont d'une importance capitale et l'État va être obligé de répondre pour la garde d'enfants. $10 par jour, mais pour le changement climatique, il faudra revenir. C'est une transition parfaite vers la question que je voulais vous poser, professeur Harcourt. Le film nous dit à un moment donné, enfin certains des protagonistes nous disent que les idées ont de l'importance et il faut toujours commencer par les idées. Mais nous voyons également très clairement que les idées doivent se transformer en mobilisation collective. Alors, ma première question est comment passer de la théorie critique, parce que ces idées sont des idées critiques, comment passer de la théorie critique au changement? Oui, tout à fait. C'est la question la plus importante, n'est-ce pas? Dans ce film formidable de Hege, j'adore le moment où le narrateur dit « les idées sont des armes ». Et autre réplique formidable de Eva Joly, mon héroïne, dit « il faut transformer les idées en action ou en actes ». Ce sont les moments charnière. Comment est-ce que l'on passe de cette perspective critique à l'action? C'est quelque chose qui nous préoccupe et nous occupe depuis des siècles. Cela nous ramène aux 11e thèse de Feuerbach. Arrêter d'interpréter le monde et le changer. Ce qui est particulièrement difficile à notre époque où l'interdépendance humaine, comme vous avez dit tous les deux, notre interdépendance est tellement forte que les idées du 19e et 18e siècle ne sont plus adaptées à notre État. Ces idées reposaient sur des notions d'individualisme qui étaient très importantes à l'époque, l'autonomie individuelle. Ces impératifs contiennent d'autogouvernance qui n'ont plus prise dans un monde d'interdépendance. Nous n'avons jamais été aussi interdépendants. Nos actes, les actes que nous allons commettre ici, vont toucher la vie de milliards de personnes de l'autre côté de la planète. Je pense que ce film et le travail que vous avez effectué montrent que tout se résume à la coopération d'une certaine manière. La coopération, c'est l'alternative à la concurrence, une concurrence qui fait du nivellement vers le bas. On les voit, elles sont destructrices, elles sont extractives, elles détruisent la planète.
Mais il y a des formes de coopération qui sont très manifestes, qui existent depuis très longtemps. Il y a la coopération dont vous parlez, bien sûr, ce que vous essayez de créer, mais il y a aussi la coopération dans nos propres vies, que l'on peut trouver dans tous les recoins de nos vies, que ce soit entre les travailleurs, entre les consommateurs, les coopératives alimentaires, les mutuelles, les crédits coopératifs. Et ces mouvements existent tout autour de nous et ce sont des alternatives aux formes de concurrence qui détruisent notre planète. Et je pense que ce que nous devons faire, et c'est peut-être plus facile dans certains endroits que dans d'autres, dans ma pratique sur la peine capitale, je n'ai pas le choix que de soumettre un habeas, parce que je n'ai pas d'autre choix. C'est bien plus compliqué dans le domaine économique. Il faut être plus affirmatif dans notre mouvement vers davantage de coopération, vers des formes alternatives. Mais c'est là, autour de nous, c'est caché ou pas, il y a toutes ces formes alternatives à la logique du capital, de l'investissement du capital, du retour sur investissement qui donne naissance à ces impératifs d'évasion fiscale. Et ça rend l'évasion fiscale tout à fait logique pour ces managers. En effet, ils sont contrôlés, déterminés par cette question du retour sur investissement pour leur entreprise. Et c'est tout ce qu'ils essaient de faire. Alors qu'on pourrait se tourner vers d'autres modèles, les coopératives de travailleurs qui fonctionnent sur des principes différents que le retour sur investissement, la durabilité de l'environnement, les qualités, le fait d'être entendu, d'avoir les mêmes droits sur le lieu de travail et qui pourrait transformer les formes de capitalisme extractif qui existent à l'heure actuelle. Je ne sais pas si je peux vous pousser un tout petit peu plus loin. Vous nous avez dit on doit se mobiliser et aller vers une praxis. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Comment est-ce que vous répondez à cette question pour vous-même tout d'abord? Et quels conseils vous nous donneriez à tous présents dans la salle? Vous avez dit que lorsque vous défendez quelqu'un dans les couloirs de la mort, l'urgence est d'une nature différente. Alors comment créer le même type d'urgence pour nous individuellement? Eh bien, c'est justement la question que l'on doit se poser. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je dois faire de plus? C'est ça la question. C'est difficile de dire à autrui, voilà ce que vous devez faire. C'est un petit peu insultant. Les gens ont du mal à l'accepter. Donc, c'est la question que l'on doit se poser. Et il faut regarder tout ce que l'on fait dans nos vies. Comment on mène nos vies? Quelles sont les ambitions que l'on se fixe? Cela a à voir avec l'idée de travailler avec d'autres personnes, trouver des mécanismes qui permettent d'éviter ce type de choses, le changement climatique au niveau mondial, l'augmentation des températures, même si on n'arrivera pas à diminuer la température, mais éviter que ce problème ne s'aggrave. Or, pour ce faire, il s'agit de regarder autour de nous, de voir quels sont les modèles alternatifs existants. En attendant, je ne sais pas, une révolution dans le présent, dans l'immédiat. Les Black Panthers ont tout un tas de programmes de services aux communautés, des petits déjeuners gratuits pour les enfants, les soins de santé gratuits, les repas gratuits. Ce qu'ils ont essayé de mettre en place, c'était absolument remarquable. Le gouvernement ne le faisait pas et ils s'y sont substitués. Ils ont donc mis en place ce type de programme qu'ils appelaient des programmes de survie en attendant la révolution. Et c'est un petit peu comme ça qu'il nous faut réfléchir. Qu'est-ce que l'on peut faire dans l'immédiat en attendant une espèce de transformation qui va poindre peut-être à l'horizon, mais que l'on ne sent pas venir pour l'instant. Et il y a des choses.
La relation entre les idées et la pratique, la praxis est très importante. Le mot capitalisme, ça induit en erreur. On a l'impression que c'est le capital qui fait tout, que le capital implique des lois. Ce qui est génial avec ce film, c'est que ça montre qu'il n'y a pas de loi du capital. Ce sont des États qui gouvernent de manière dirigiste. On a vu des taux d'imposition qui ont augmenté au mi-temps du XXe siècle, puis qui se sont effondrés avec Reagan. Piketty l'a démontré. Donc il faut essayer de regarder autour de nous, déterminer quelles sont ces logiques, voir ce qu'il en est de nos vies quotidiennes, pour que l'on puisse dire, on n'a pas besoin de travailler pour une de ces grandes sociétés. On pourrait envisager de créer notre propre coopérative, d'acheter par le biais de coopératives. Et ça vaut pour tout ce que l'on fait, pour les coopératives de logement, les mutuelles d'assurance. Il en existe tout un tas. En fait, le domaine des mutuelles est très important. Or, il n'est pas motivé par ce principe du retour sur investissement. Les crédits coopératifs, il en existe aux États-Unis, notamment au niveau de la Navy, qui est l'une des plus grandes coopératives de ce style aux États-Unis. Donc, dans tout ce que l'on fait, où on place notre argent, dans quelle banque, quelle est notre assurance, où est-ce qu'on travaille, où est-ce qu'on achète notre nourriture. On peut essayer de changer le monde par tous ces biais-là, nous-mêmes. Et ça ne requiert pas que tous les gouvernements se réunissent. C'est quelque chose qui vient de la base, qui vient de nous tous, en attendant un changement peut-être plus révolutionnaire. Donc on met la pression à la marge. Je pense qu'on est plus que la marge. Moi, je pense qu'on est plus que la marge. On est ceux qui consommons, on est ceux qui achetons. On est ceux qui nous assurons, qui déposons notre argent. Ça vient tout de nous. Il nous faut être bien plus soigneux avec toutes les dimensions de notre vie, pour commencer. Et ça requiert aucune élection, à aucune assemblée. C'est ça qui est absolument remarquable. Il ne s'agit que de nos actions, que de notre coopération. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers vous pour continuer en fait dans la même direction d'une certaine façon, c'est-à-dire recentrer sur comment on agit, pourquoi on agit, chacun d'entre nous, chacune d'entre nous. Dans votre dernier livre, au titre fort, L'espérance ou la traversée de l'impossible, vous nous proposez de faire le pari de l'espérance. Alors, en français, on a deux mots, on a l'espoir et l'espérance. En anglais, on a un seul mot, hope. Et donc, j'aimerais bien que vous commenciez par nous expliquer finalement la différence entre espérance et espoir, en tout cas telle que vous la définissez dans le livre. Oui, merci. Et d'abord, merci à la cinéaste, parce que c'était vraiment un film magnifique qu'il faut recommander à chacun. Et le fait de le voir une deuxième fois, c'est encore mieux, je trouve. Alors, effectivement, il y a deux mots. L'espoir, c'est l'attente de voir ses vœux personnels se réaliser, alors que c'est souvent une illusion, en tout cas une projection, alors que l'espérance est une vertu théologale à côté de la charité et de la foi. Et surtout, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas personnel. C'est une attente, mais de quelque chose qui n'est pas forcément déterminé, précis, qui n'est pas une projection. Au contraire, ce sera même inattendu. On en reparlera par rapport aux débats qui ont eu lieu ce soir. Et c'est l'espérance, donc, c'est pour moi, je la définirais ainsi, la capacité à voir, en dépit de la gravité de la situation et du chaos, la capacité à voir en dépit du chaos les signes avant-coureurs de quelque chose qui pourrait ouvrir de nouveau l'avenir. Ce qui veut dire que l'espérance se distingue non seulement de l'attente personnelle, mais également, c'est son deuxième caractère, elle suppose la traversée de l'impossible, la connaissance si aiguë de la difficulté qu'on en perd
tous ses repères, qu'on en perd l'illusion d'avoir des réponses aux problèmes que nous avons. Autrement dit, pour qu'elles naissent, et peut-être aujourd'hui, paradoxalement, la situation gravissime dans laquelle nous sommes, au niveau climatique, mais aussi socio-économique et politique et géopolitique, cette situation est paradoxalement la possibilité de reparler d'espérance, c'est-à-dire d'une manière de configurer l'avenir, qu'on ne voit plus, mais d'une manière de le configurer, justement, quand on regarde en face et qu'on traverse toutes les émotions négatives liées à la prise de conscience de la précarité de notre civilisation, pas seulement de la possibilité de notre impossibilité, de notre menace à notre vie, mais surtout qu'on comprenne que le modèle de développement, j'aime mieux ça plutôt que de parler de capitalisme, que le modèle de développement qui est le nôtre et qui associe les structures sociales et le psychisme, la subjectivité, se caractérise par la domination dont les pères de la théorie critique, Adorno, Horkheimer, en tout cas dans le livre Dialectique de la raison, Dialectique des Lumières, disaient que cette domination est triple, à la fois des autres humains, domination sociale, elle est aussi domination de la nature à l'extérieur de nous, les écosystèmes, la nature, l'extractivisme, et elle est domination de notre propre nature, répression de notre vulnérabilité, de notre propre nature, de ce que nous avons en commun avec les autres vivants. Et là, j'en viens finalement au cœur de la réponse, et peut-être aussi de la non-réponse, mais de la, oui, du lien entre ce qui a été dit auparavant et ce que je vais dire. C'est-à-dire qu'en tout cas, selon moi, le cœur du problème et la solution peut-être aussi réside dans non seulement la manière dont on prend conscience de ce qu'on achète, de la manière dont on mange et de l'impact qu'on a sur les humains et les animaux quand on mange et qu'on distribue les ressources, mais c'est aussi vraiment toute cette manière de... j'ai perdu ce que je voulais dire. Dès que je parle des animaux, je perds toujours mes opinions parce que c'est tellement important. Mais c'est structure sociale, la structure sociale et la subjectivité, c'est-à-dire la manière dont on accepte sa vulnérabilité, sa corporéité et aussi sa finitude. Et je crois vraiment que l'écologie, qui est plus que la lutte contre le réchauffement climatique et l'érosion de la biodiversité, qui est une question de justice sociale, de partage des nourritures, des ressources, en tout cas des milieux, des écosystèmes, mais c'est aussi une manière de vivre et d'être. C'est une manière de penser, de se rapporter aux autres vivants, et la clé du rapport à la nature et aux autres humains et autres qu'humains, c'est, je crois, la réconciliation avec sa finitude, sa vulnérabilité. Oui, humains, nous sommes liberté, nous avons une responsabilité très grande, et qui excède d'ailleurs ce que notre temps présent, mais nous avons aussi cette corporéité, et quand on prend au sérieux cette corporéité, le fait que nous mangeons, que nous avons besoin d'air, qu'avant d'être libres, il y a cette matérialité de notre existence, et que nous sommes toujours dépendants et en rapport avec les autres humains, et nous sommes dépendants de la nature et des écosystèmes. Dès que nous respirons, que nous mangeons, que nous occupons à l'espace, eh bien, ça souligne le fait que l'éthique n'est pas une discipline abstraite, mais c'est la place qu'on accorde aux autres au sein de son existence, dès qu'on mange, dès qu'on habite quelque part, dès qu'on... voilà. Et du coup, c'est l'autolimitation. Et ça, je crois que la révolution anthropologique ou philosophique qui est derrière tous les débats et qui inclut effectivement le seuil, enfin les limites qu'on assigne aux entreprises qui font de tels profits, c'est vraiment cette reconnaissance de l'appartenance à un monde commun, et c'est cette reconnaissance de notre finitude. Et ça, je crois que d'une certaine manière, c'est ça la bonne nouvelle des crises terribles. Et pour revenir, et je finirai là, sur l'espérance, c'est que vraiment, l'espérance, personne ne peut la décréter. Ce n'est pas une idéologie qui fixerait ou solidifierait le possible. On ne sait pas tout à fait tout, mais on devine, ou en tout cas on sent, on peut l'annoncer, comme dans la Bible, eh bien, on a des signes avant-coureurs de quelque chose qui pourrait créer une nouvelle ère. On pourrait nommer une autre époque. Moi, je la nomme
le vivant, l'ère du vivant. Et je crois vraiment que le féminisme, l'écologie, prise dans sa dimension existentielle et profonde, comme autre manière d'habiter la Terre et de cohabiter avec les autres, le désir de convivialité, de coopération, le fait de renouer avec un projet de progrès social, tout ça, et la question animale, qui est finalement la bombe, puisqu'avec ça, vraiment, l'exploitation animale fait sauter absolument tous les verrous de nos représentations et des structures sociales, du profit, etc. Eh bien, on voit ces sujets différents, mais qui tous convergent vers le désir profond d'habiter autrement et d'avoir un rapport à la nature, aux autres, et peut-être aussi à soi-même, qui ne soit pas de domination. Et c'est ça qui pourrait ne pas être seulement un concept philosophique joli, mais une structuration, ce que j'appelle un schème de la considération, quelque chose qui pourrait être l'axe à partir duquel nous faisons un inventaire pour voir ce que nous gagnons, ce que nous gardons du passé, l'autonomie, mais reconfigurée, les droits de l'homme, peut-être un petit peu déplacés pour l'humanité, le vivant, la question de la démocratie, qui ne va pas de soi. Fonder un projet sur l'égalité, c'est toujours à recommencer. Et l'unité de l'humanité, qui est effectivement derrière le projet des droits de l'homme, et la rationalité, qui n'est pas seulement un instrument de pouvoir, et qui ne l'est pas du tout d'ailleurs, et qui est aussi, non pas une arme, mais en tout cas un outil pour saisir ce qui est universalisable. Et avec ça, ce qui est quand même des piliers des Lumières, et à la lumière de notre vulnérabilité, on peut tout à fait redessiner un projet de société. Et moi, ce qui m'étonne, ce qui me déprime, parce qu'on peut avoir de l'espérance et néanmoins être un peu fatigué, anxieux, et justement, comme je disais, l'espérance suppose qu'on ait pris au sérieux tout ce qui s'effondre, pour justement faire de la place et remarquer, être capable de remarquer ce que d'habitude on ne voit pas, toutes ces créations, innovations, ça et là, qui, dans l'agriculture, dans l'élevage, dans l'éducation, dans la santé, ouvrent du possible et sont des alternatives. Mais, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on a tous les outils intellectuels pour tout faire, et ça ne se fait pas. Et là, j'ai bien retenu l'idée d'organisation, de groupe, en choisissant quelqu'un de bons ambassadeurs qui puissent faire pression. La grande question, c'est ça. Comment faire pression sans que cette pression soit une colère qui mette à bas la démocratie, ses institutions, mais en étant plus utile que nous, parce qu'heureusement que Stieglitz a dit que lui, il avait beaucoup travaillé avec parfois peu de résultats, parce que si lui il dit, alors nous. Mais voilà, donc c'est ça la question, je la refile la patate chaude, parce que cette question de comment on transforme pas seulement les idées en action, parce qu'on aurait tout pour faire un projet politique sur l'écologie, au sens fort du terme, mais comment on y arrive, comment on a des gens qui suivent ça et qui reprennent ça sans tout utiliser, tout pervertir finalement. Donc, parfait. Non, on arrive en fait au moment où on va devoir ouvrir la salle, mais je voudrais juste peut-être réagir à ça qui me semble aller exactement dans la direction dans laquelle on doit aller. Et finalement, en fait, ce que vous nous dites, c'est que la fécondité, cette vulnérabilité, c'est une sorte de paradigme nouveau, différent, pas nouveau, mais différent, particulièrement par rapport au paradigme du transhumanisme qui dit le contraire, qui dit que la vulnérabilité est notre point faible et qu'il faut absolument la combler, il faut absolument la détruire et donc d'une certaine façon détruire notre humanité. Donc on a finalement la proposition ici d'une arme intellectuelle, d'une idée qui peut finalement être un contrepoids par rapport à ce modèle dominant qui va très bien avec le mode de développement dont on a parlé tout à l'heure. Oui, je vais aller assez vite. Oui, mais la vulnérabilité, c'est aussi une force, c'est la capacité, à être blessé, à pas se défendre tout seul, mais c'est aussi la capacité à être atteint pour l'autre. Lévinas fait de la responsabilité une passivité.
Donc, mais ce que je veux dire, moi, je crois qu'on avait tout aussi. C'est-à-dire, moi, ce que j'appelle considération, ça a toujours existé. Ce qu'il faut se demander, c'est pourquoi on a emprunté le chemin de ce modèle de développement qui, en particulier après la Seconde Guerre mondiale, a vu l'intensification de l'élevage intensif, l'agriculture de manière très violente, finalement. Hein. Je reprends un peu l'imaginaire des écoféministes, mais c'est tellement juste. Pourquoi on a pris ce chemin et dont aujourd'hui on sait qu'il nous envoie dans le mur. Et il y a d'autres sociétés qui ont emprunté un chemin un peu différent dans le rapport aux autres vivants, à la nature. Donc là, en tout cas, il y a l'idée d'un inventaire à faire, sans jeter par-dessus bord la philosophie des droits de l'homme, des Lumières, la rationalité, pour repenser notre rapport au monde et à nous, et qui passe par un rapport à soi. Et j'ajouterais, moi, je crois vraiment que ce qui est intéressant avec la corporité, c'est que c'est pas seulement justement le corps. C'est que, en prenant conscience du fait que quand on mange, on est toujours en contact avec les autres, que quand on est né, disait Hannah Arendt, on est accueilli par un monde plus vieux que soi et plus grand que soi, qui est fait du patrimoine culturel, dit-elle, j'ajouterais naturel, et des institutions et des générations passées, puisque on est toujours plus vieille que soi-même, il y a le trouble de plusieurs existences derrière soi, et puis nous sommes les parents des générations futures, parce qu'avec la bombe atomique et nos modèles de développement, on a un impact sur eux. Eh bien, le monde commun et l'ensemble des générations, le patrimoine naturel et culturel, et ce monde commun plus vieux, plus vaste que soi, qui nous accueille à notre naissance, donne une épaisseur à notre vie individuelle. Elle dit que c'est une transcendance dans l'immanence. Moi, j'ajouterais que justement, en approfondissant la connaissance de soi, de façon très quotidienne, c'est à la portée de chacun, on a un rapport à ce qui me dépasse, à cet incommensurable, à ce monde commun plus vieux, plus vaste que soi, et que nous pouvons préserver. Et on se rappelle que pour elle, le nouveau-né est l'emblème, le schème du pluralisme politique, puisque chaque enfant qui naît est une surprise, est imprévisible et a la possibilité et la promesse de créer quelque chose de différent qui mérite de durer quand il a eu l'éducation lui permettant de s'inscrire dans ce monde. Eh bien, le nouveau-né est aussi l'emblème de l'espérance. Mais je dirais, enfin en tout cas, du monde qu'on pourrait faire, quelque chose d'imprévisible, mais, et en même temps, auquel on peut donner sa chance. Et je finirais par dire que Charles Péguy, qui est mort assez jeune, dans un poème sur l'espérance, en vertu théologale, il a comparé à une petite fille que personne ne voit, à laquelle personne ne fait attention. Hein, elle n'est pas spectaculaire, elle n'est pas héroïque, elle n'arrive pas comme un soldat. Personne peut créer l'espérance, hein, ou alors il faut vraiment s'inquiéter. Hein, les donneurs d'espérance, on peut l'interdire, on peut la bloquer, mais elle vient quand elle vient. C'est comme l'amour, c'est une surprise, c'est l'inespéré. Hein. Eh bien, mais il la compare à une petite fille qui n'a l'air de rien et qui néanmoins traîne ses deux grandes sœurs, les deux autres vertus théologales, la charité qu'il compare à une mère et la foi qu'il compare à une épouse loyale. Et c'est très beau, ça, cette idée que l'espérance, d'une certaine manière, quand on n'a plus d'espérance, individuellement et collectivement, c'est destructeur. Parce que c'est là que se logent les récits simplificateurs qui font à croire avec des personnes qui exploitent le malaise social, qui font à croire qu'il y a des coupables, qu'on va dénoncer des coupables et qu'on trouvera des solutions rapides. Et donc, c'est vraiment l'idée d'être capable de reconfigurer l'avenir, non pas avec des idéologies, quelles qu'elles soient, non, évidemment pas en suivant les récits simplificateurs de l'extrême droite, hein, mais en s'attachant de manière très fine à ce qu'on voit pour lire les signes avant-coureurs de quelque chose qui pourrait nous amener loin, même si dans l'immédiat, je suis assez pessimiste. Et je finirai par dire que l'espérance, c'est le contraire de l'optimisme, qui est une posture, hein, tout va très bien, Madame la Marquise, on peut tout changer. Ça suppose vraiment cette traversée d'une nuit qui est là, et en même temps, au moment où on perd tout, eh bien, perdons aussi la toute-puissance, l'arrogance, pour justement voir qu'il reste ce lien fondamental au vivant qui rend justement
la vie et l'appartenance à un monde commun si prégnant que le désir naît de vous faire tout son possible, même modestement, pour le préserver. Merci beaucoup. Alors, on a des questions dans la salle. Il y en a une et deux là, voilà. Donc, je ne sais pas où sont les micros, ils devraient ici, voilà. Est-ce que vous pouvez vous lever puis vous présenter rapidement? Thank you so much for Merci very valuable beaucoup comments. de vos commentaires. Il y a un commentaire que j'aimerais contester, c'est l'idée d'une révolution comme moyen d'avancer. La révolution implique des idées radicales et une crise, et nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir une autre crise. Je préfère l'idée de patienter et d'agir sur la base de recherche et de données factuelles. Il faut savoir pourquoi nous prenons des décisions et comment. Et il faut tenir compte de nos propres biais et de nos propres limites. S'agissant de la justice sociale, nous avons beaucoup de limites et limitations. La justice sociale, comme vous venez de le démontrer, ne cadre pas avec nos normes juridiques. Je crois qu'un bon point de départ, ce serait de changer notre manière de réfléchir à la justice sociale et revenir au début de ce processus de réflexion qui a commencé aux années 20, 30, 40, moment auquel les États-Unis et le G7 d'aujourd'hui ont décidé de comment serait le monde aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons les sciences sociales modernes dont la vocation est de réfléchir à ces questions. Est-ce que vous pouvez poser votre question? Oui, très brièvement. Ce que je voulais dire, c'est que nous avons des hommes et des femmes politiques qui ont conçu un système sans le bénéfice des sciences sociales. C'était des hommes et des femmes politiques et des avocats. Peut-être que le point de départ était faussé. Les sciences sociales ne sont jamais neutres. Elles reflètent l'intérêt du parti qui finance l'idée ou l'étude. Mais la science n'a pas de biais. Nous l'avons vu avec le changement climatique. Comment est-ce que nous pouvons dépolitiser les universités, les sciences sociales? Et comment pouvons-nous faire en sorte que la science sera la manière de mesurer la justice sociale? C'est une bonne question. Nous pouvons peut-être écouter une autre question. Yes. I'd like to ask the opinion of one of the members. J'aimerais demander l'avis des membres du panel sur l'action à prendre. Que faut-il faire dans cette situation? Nous recevons le message que ce sont les personnes, les groupes, les coopératives ont la responsabilité. Et je trouve que c'est injuste que les particuliers soient responsables. Et aussi, ce n'est pas réaliste. Ça ne va pas se produire comme ça. Je pense qu'il faut renforcer la politique. C'est seulement la politique qui va changer les choses. Je ne crois pas à l'action des personnes. Nous sommes 1 ou 2 %. On va changer quelque chose peut-être dans notre quartier, mais c'est tout. Alors, faut-il s'impliquer davantage dans la politique? Tout le monde, même si nous sommes méfiants, ne jetons pas à la politique. La politique existe pour nous aider à résoudre nos problèmes. Et donnons sa chance à la politique. Si tout le monde vote vert, peut-être que nous n'aurions pas tous ces problèmes. Merci. Peut-être une dernière question. Je ne vois pas, mais je crois qu'il y a une main levée tout au fond de la salle. Et une fois que l'on aura entendu cette troisième question, je vous donnerai la parole pour vos réponses. Merci pour ce film, pour le panel. Elena Openshaw est mon nom. Je sens une tension entre ce qui est dit, entre les membres du panel. La commission travaille pour faire en sorte que les sociétés paient l'impôt qu'elles doivent. C'est juste, mais il s'agit d'entreprises qui extraient toutes les ressources
que contient notre planète. Et la Commission entend que les impôts paient les services publics. Donc il faut que la consommation, ce type de consommation continue si l'on veut continuer d'avoir les services publics dont on dépend. Et d'un autre côté, le panel parle de la transformation du capitalisme. Alors d'où provient l'argent pour les services publics dont on a besoin, dont on est tributaire? Si l'on change entièrement le système dans lequel nous vivons, ce qui est ce pourquoi plaide la Commission. Donc, je souhaitais juste avoir une réponse à cette question. Bon, vous n'avez pas forcément à répondre à toutes les questions. On peut peut-être commencer par vous, Jeff. Vous pouvez choisir laquelle, à laquelle vous souhaitez répondre. Et je finirai avec le professeur Ghosh. Je serais ravi de ne faire qu'écouter Jayati à ce stade. Alors, je vais peut-être laisser cette dernière question à Jayati, puisque c'est elle qui connaît tous les tenants et les aboutissants des travaux de la Commission. Moi, je vais peut-être parler des deux autres interventions. Pour répondre au deuxième intervenant, oui, absolument, rien ne peut faire si l'on ne passe pas par la politique. La politique doit être plus radicale. Je pense que vous serez d'accord pour dire cela. Mais ça ne fonctionnera pas autrement. La question des crèches en Colombie-Britannique, ça a requis une mobilisation sans relâche. Beaucoup du travail était très ennuyeux, mais c'est ce qui a fait la différence, donc je suis entièrement d'accord. Et peu importe le degré de radicalité de nos propositions, il y a Corinne qui parle de changement à la subjectivité dans la société. Ça requiert du travail, et ce travail est d'ordre politique. Cela va sans dire. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question, mais j'aimerais affirmer haut et fort cela. En tant que personne qui travaille sur la question du changement climatique, c'est très politique. La science est très politique. Alors, je comprends bien ce que vous dites. Certains des résultats sont censés être des connaissances objectives, mais je travaille sur des modèles climatiques depuis des années. Il y a tout un tas de choses qui ne sont pas objectives là-dedans. Et les scientifiques qui travaillent sur le climat disent qu'il y a tout un tas d'incertitudes. Mais l'incertitude ne va pas dans le bon sens. L'une des variables fondamentales dans chacun des modèles climatiques, c'est la sensibilité climatique, à savoir l'augmentation de la température en multipliant les concentrations de CO2 dans l'atmosphère d'un facteur de 2. On pense que c'est 3,5, mais ça pourrait aussi être 8. À ce stade, on n'est pas loin d'avoir doublé. Donc l'incertitude est là. C'est la différence entre beaucoup et catastrophique. Entre deux, c'est de la politique. Et c'est la même chose avec les sciences sociales. Et c'est une bonne chose. C'est là que la connaissance a du sens. Je suis d'accord, les universités sont devenues des laboratoires de polarisation, mais ça pourrait être le lieu où les gens se parlent et débattent. Voilà pour ma réponse brève, mais merci pour cette question. Professeur Pelluchon, je vous donne la parole. Oui, je suis d'accord avec mon voisin. La subjectivité ne suffit pas, ou les changements individuels. Il y a toujours cette articulation fondamentale entre les changements individuels, la subjectivité, les structures sociales, la réorientation de l'économie. Je parle en français, je peux parler en anglais, d'accord. Donc, du coup, on aurait tort de ne prendre qu'un côté des choses. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que quand il n'y a pas de pression sociale, ou quand les citoyens sont passifs ou manipulés, et ça arrive en ce moment, puisqu'il y a une montée de l'extrême droite partout, quand même, dans le monde, eh bien, ce sont des gens qui exploitent le malaise social, qui n'ont pas de solution, mais qui désignent des coupables. Et ça marche, plus c'est gros, plus ça marche. Le Vantal, en son temps, dans Prophète du mensonge, avait expliqué tout ça. Eh bien, il faut donc que les individus soient très libres pour résister à tout ça
qui peut entraîner la perte de la démocratie. Parce qu'on parle beaucoup du réchauffement climatique, et c'est effectivement fondamental, mais on aurait tort de dissocier cette question-là de l'effondrement démocratique. Et donc, et là je fais une transition à l'autre question sur les sciences, plutôt un pluriel, et le rapport avec le politique, c'est que la démocratie doit être transformée parce que effectivement, il y a énormément de travaux sur cela maintenant depuis au moins les années 80-90. Elle doit être transformée parce que les problèmes liés au réchauffement climatique sont très complexes et pendant longtemps, ils n'étaient pas très visibles, ce qui fait que les citoyens n'avaient pas immédiatement le sentiment que leur santé et l'environnement étaient dégradés. Et donc, il y avait une distorsion entre le sentiment de leur intérêt, les personnes pouvant les représenter, et la réalité des choses. Et puis, il y a donc des médiations entre les sciences, la société et le pouvoir. Mais en même temps, on ne peut pas dire que le pouvoir sera seulement lié à des experts. On ne peut pas confondre la prise de décision qui tranche et tous les processus de délibération et où le politique peut être éclairé par les controverses scientifiques qui sont pas. Il ne faut pas instrumentaliser les sciences pour faire que les scientifiques donneraient le feu vert à des actions. C'est plus complexe que ça. Mais il y a effectivement à transformer nos institutions et peut-être la culture politique pour enrichir les débats, savoir de quoi on parle, pour qu'il y ait une traduction des données scientifiques souvent très complexes sur le climat auprès des scientifiques et de la société, afin que les décisions soient prises de manière plus éclairée. Et c'est vrai que, encore une fois, depuis 40 ans qu'il y a des travaux là-dessus, sur précisément les transformations de la démocratie en raison des technologies et de l'écologie, eh bien, on voit que malheureusement, c'est souvent les médias, les réseaux sociaux qui deviennent presque les sources d'information et des citoyens et parfois des politiques. Donc du coup, c'est là encore une fois ce décalage entre une inventivité intellectuelle et des procédures très fines, délibératives, participatives et au niveau du rapport science-société-pouvoir, et puis une réalité qui est finalement très décevante. Et là, et je finirai par le fait que c'est pourquoi il faut vraiment réfléchir, nous qui sommes là, à ce qu'on pourrait faire d'utile et qui soit radical. Moi, j'aime pas trop le mot révolution, vous aviez raison, ça a été dit. Mais radical, ça veut dire prendre à la racine les choses profondes. Et comment arriver à ce que les créations qui existent, dans les sciences, dans la philosophie, les sciences sociales, parce qu'il y a beaucoup de créativité en ce moment sur la démocratie, sur l'écologie, énormément. Et bien même en littérature, où les artistes se saisissent de ces sujets. C'est beaucoup. Moi, je peux le dire parce que quand j'ai commencé à travailler sur ces sujets, les animaux, l'écologie, c'était pas trop à la mode il y a 15 ans, même il y a 15 ans. Mais eh bien, ça passe pas assez au niveau des politiques. Et ça, c'est ça qui... On n'a pas les bons ambassadeurs. Et là, sans doute, des gens qui travaillent sur le financement des partis politiques, le recrutement des personnes qui sont à la tête des grandes compagnies, mais aussi des postes clés. Il faudrait s'interroger parce que nous, souvent, nous nous sentons quand même impuissants quand nous faisons nos livres. Merci. Professeur Harcombe. Bien. Alors, ces trois questions. The three questions were fascinating, right? Les trois questions sont fascinantes. La science, la politique et un grand contraste entre les deux, et ensuite l'argent. Alors, permettez-moi de dire que la taxe sur l'enseignement supérieur qui se fait actuellement a été trop politisée.
Est-ce que c'est politique? Ça a été politisé. Allez en Floride, vous verrez ce que le gouverneur fait. Il détruit des universités. Ça, c'est un acte politique. Et l'idée que nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir une crise, eh bien, nous sommes au milieu de la pire crise que l'espèce humaine ait connue. Ce n'est pas que nous pouvons éviter une crise, nous sommes en crise. Alors, il faut réfléchir au milieu de cette crise. Comment réfléchir au milieu de ces crises? C'est par le biais des sciences sociales. Par les sciences naturelles, nous pouvons avoir des estimations de l'élévation des températures, mais les sciences sociales ne vont pas nous aider à cela. Ce sont des politiques sociales, c'est la société, c'est la gouvernance, le gouvernement, et cela demande des spécialistes des sciences sociales. Ce qui est étonnant, c'est que les spécialistes que vous nous avez montrés étaient très positifs. Thomas Piketty, historien positiviste du changement historique. Vous aussi, vous êtes plutôt positiviste. Joe Stiglitz également. Donc, on ne parle pas de sciences sociales humanistes. Nous sommes dans la partie la plus proche des sciences naturelles, mais ce qui est évident, comme Jeff Mann l'a dit, à un moment donné, en sciences sociales, il faut un peu de foi. Il faut faire un bond. Ce qui va être le plus important à l'endroit où les sciences sociales positives et ce bond, c'est le mot qui manque dans cette conversation, et c'est l'éthique. C'est là où l'éthique et l'éthique personnelle revêtent toute leur importance. Et je suis d'accord pour dire que avoir recours à l'éthique et à la subjectivité peut être démobilisant. Qu'est-ce qu'on va changer? D'abord soi-même, et puis on oublie de changer le monde en se faisant. Non, changer soi-même est un préalable pour comprendre comment aborder ces questions et comment agir de manière éthique face à ces questions. Alors, je crois que la chose la plus importante, c'est de regarder à l'intérieur de nous et de nous interroger. Et cette transformation, j'espère, sera révolutionnaire parce que la tournure que prennent les choses, la guerre des étoiles, est assez effrayante, surtout par rapport à la crise climatique. Merci beaucoup, professeur Harcourt. Professeur Ghosh, vous aurez le dernier mot, le mot de la fin. Merci beaucoup. Je crois que les autres intervenants ont dit tellement de choses intéressantes. Il y a très peu de temps qui reste. Je suis d'accord, toutes les connaissances sont politiques. Ce n'est pas vrai que la science est objective, la science naturelle est objective et les sciences sociales ne le sont pas. Tout ce que vous décidez d'étudier, la méthodologie que vous utilisez, c'est politique. Je veux dire que la politique est sous-tendue par le pouvoir et mue par le pouvoir. Alors, dans quel camp vous mettez-vous? Et c'est là où entre en ligne de compte l'éthique. La connaissance est multiforme, y compris les connaissances humanistes qui peuvent être biaisées en faveur de ceux qui détiennent déjà le pouvoir. Alors, il faut choisir un camp, un parti pris, et savoir que c'est un choix, et assumer ce choix et reconnaître que les autres font aussi des choix. Je suis à 100% d'accord avec tout ce qui a été dit, mais il faut reconnaître que tout représente une reconnaissance du pouvoir et de son déséquilibre et de savoir où vous souhaitez vous placer au sein de ces déséquilibres. Alors, la réforme ou la révolution, c'était la grande question. Et la question a été posée de savoir d'où vont venir les fonds pour ces réformes. Si nous voulons extraire des impôts d'un système extractif, eh bien, on ne fait que perpétuer le système.
Je crois que la vraie question est de savoir comment vous croyez que le changement a lieu. Vous savez, j'ai grandi avec des gens, vous m'avez traité de positiviste parce que j'ai lutté contre le capitalisme, mais j'ai plus de temps. Je suis trop vieille pour attendre cette révolution. Je crois qu'il faut travailler, il faut faire tout ce qui pourrait marcher. L'endettement, oui. L'architecture financière mondiale, oui. L'imposition, oui. La fiscalité, oui. La santé, oui. Supprimer la privatisation des services publics, il faut attaquer sur tous les fronts, parce que ce sont d'énormes problèmes. Ce n'est pas comme si, en résolvant un de ces problèmes, les autres allaient rentrer aussi dans le rang. Et tout cela est le fait de déséquilibre de pouvoir, de rapport de force. Alors, il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir. Et Jeff a parlé de solidarité entre différents groupes. Ma collègue Nancy Quarley, économiste féministe, dit que la nécessité est la mère des coalitions. Et la nécessité est, on ne peut plus flagrante. Alors, constituez des coalitions avec qui vous pouvez sur le sujet que vous pouvez. Merveilleux mot de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne sais plus dans quelle langue je parle, je suis désolée. Merci beaucoup d'être restés. On a un petit peu dépassé le temps, mais bon, comme je savais que c'était la dernière séance, je me suis dit qu'on pouvait parce que la discussion était vraiment importante et intéressante. Et merci beaucoup pour toutes vos contributions. Thank you so much. I think we know what. Merci beaucoup. Nous avons une feuille de route maintenant. Merci.